Donc je m'appelle Julie Ginquet, j'ai 33 ans et je travaille dans le domaine de la protection de l'enfance. Donc je suis art thérapeute et responsable d'une cellule de protection contre les violences faites aux enfants au sein du club de foot de Lyon-la-Duchère dans le 9e arrondissement de Lyon. Moi j'ai commencé mes études dans le domaine du commerce puis de la finance avant de me rendre compte que c'était pas fait pour moi du tout et donc j'ai procédé à une reconversion professionnelle dans le secteur de l'enfance et de la psychologie. C'est là que j'ai été diplômée art thérapeute. Donc c'est vrai que j'ai un engagement associatif qui est fort, qui est toujours en relation avec les enfants, la protection de l'enfance. Je suis aussi illustratrice et graphiste pour l'association L'Enfant Bleu de Lyon et j'occupe au sein de Cavax France les mêmes fonctions. Et à côté de ça, je suis également investie dans l'association sportive ainsi de Lyon-la-Duchère qui se situe dans un quartier prioritaire de Lyon. Donc moi j'ai rejoint Cavax France en 2020 en tant que bénévole et c'est vrai que très vite j'ai compris que les besoins de l'association correspondaient à mon profil. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à illustrer pour l'association et ensuite Hillel Kaiser qui est le président et auteur des ouvrages m'a proposé de coécrire un ouvrage avec lui. Et enfin cette année j'ai écrit un ouvrage seul pour l'association sur les troubles du comportement alimentaire. Donc pourquoi Cavax France et pas une autre association? C'est vrai que j'ai été très honorée dès le départ d'avoir la confiance du président de l'association dans tous les échanges qu'on pouvait avoir. Nos échanges étaient fluides et on était vraiment sur la même longueur d'onde et j'appréciais beaucoup les actions de l'association en elle-même. Je trouve que l'association se pose au plus près des victimes avec un accompagnement socio-juridique, des soins adaptés. J'aime aussi l'idée que l'association protège les victimes en mettant à disposition un lieu tenu secret quand il faut les héberger. Donc je trouve qu'on est vraiment au plus proche de la réalité des victimes et qu'on peut répondre à des besoins même en urgence. Alors ce livre, il a consisté pour moi à établir un vrai travail de recherche sérieux afin que les personnes en souffrance et leurs proches puissent avoir des outils pratiques et simples à comprendre à leur disposition. Donc tout regroupé dans un même petit guide très simple de compréhension. Donc de mon côté, j'ai repris pendant de longs mois des thèses scientifiques, des écrits psychiatriques, bref, tout ce qui va permettre un rétablissement de TCA. Tout ça, en fait, j'ai procédé à un travail de vulgarisation et j'ai proposé tout ça sous une forme de guide illustré. C'est vrai que j'ai mis un point d'honneur à faire une chose, c'est de ne jamais parler de calories, jamais parler de poids, de pèse-personne, de dépenses énergétiques ou quoi que ce soit. Je pense que c'est très libérateur pour les malades d'avoir un guide sur les TCA qui ne va pas refaire une morale sur ces points-là. Une personne malade, au cours de sa journée, elle ne va penser qu'à ça, qu'au nombre de calories, au nombre de pas qu'elle va faire dans la journée pour sa dépense énergétique, etc. Donc il n'y a pas besoin dans un guide, je pense, de réappuyer sur ces points qui font souffrance. J'ai essayé vraiment d'être au plus proche des malades pour mieux comprendre la pathologie. Et c'est pour ça que j'ai aussi recueilli un certain nombre de témoignages qui figurent dans le guide. Et aussi, j'ai procédé à des illustrations ludiques sur ce guide, notamment l'illustration de qu'est-ce qu'un traumatisme et comment il va agir sur le cerveau. Donc je suis vraiment ravie et impatiente d'avoir le retour des lecteurs. Donc j'ai écrit ce guide afin que les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire puissent avoir un support qui regroupe les dernières études faites sur le sujet. Donc ce guide il va regrouper des astuces et des conseils directement tirés du principe des hospitalisations qui sont pratiquées en France. Donc on sait qu'il y a très peu d'établissements ou de cliniques privées qui sont spécialisées dans la prise en charge des troubles du comportement alimentaire. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ce guide pour que tous et toutes, ainsi que les proches des malades, puissent trouver un maximum d'informations pour le rétablissement des TCA. Donc ce guide il s'adresse principalement aux personnes qui sont en souffrance bien sûr, mais aussi à leurs proches. J'ai aussi voulu qu'il s'adresse aux étudiants en médecine qui souhaitent comprendre le mécanisme des TCA, aux nutritionnistes et aux diététiciens qui ne sont pas forcément formés pour accueillir une patientèle qui souffre de TCA, et globalement pour toutes les personnes qui sont intéressées par le sujet. Les TCA sont tabous dans la société et donnent surtout une image erronée de la personne en souffrance. Donc par exemple, les personnes qui vont être catégorisées
de feignantes seront souvent les personnes qui vont être en surpoids. Et par exemple, les personnes trop maigres vont souvent avoir à faire face à des commentaires désobligeants sur leur corps ou sur leur consommation de nourriture. Donc je pense que les TCA sont tabous parce qu'ils constituent un handicap psychique. Donc on sait que dans notre société, même si on en parle un peu plus à l'heure actuelle, souffrir d'une addiction, ou d'un trouble psychique, c'est très mal perçu. Donc il y a aussi cette idée de contagion, c'est-à-dire qu'instinctivement, on cherche quand même à s'éloigner des personnes malades. Donc le tabou, c'est un petit peu l'isolement des malades, c'est un petit peu tout ce qui contribue à renforcer la honte et la culpabilité des personnes qui sont en souffrance. C'est vrai qu'on estime à un peu plus de 900 000 personnes, les personnes qui souffrent de troubles de comportement alimentaire en France à l'heure actuelle. Donc je pense qu'on est tous d'accord pour dire que malheureusement, c'est pas une pathologie qui est rare ou isolée. Pour moi, il y a vraiment plusieurs raisons qui font que les personnes ne parlent pas. Principalement la honte, la culpabilité bien sûr, souvent le déni de la maladie de la part des malades. Le fait aussi de souffrir de comorbidités qui peuvent prendre plus de place que le TCA et donc ce qui fait qu'on relègue le TCA à un rang un petit peu inférieur ou moins important. Mais il y a aussi et surtout le manque de structures spécialisées, les délais d'attente chez les psychiatres, les psychologues, et aussi le coût des soins que ça peut représenter pour les malades. Donc vraiment les raisons sont multidimensionnelles. Alors c'est vrai que c'est un point très important du livre sur lequel j'ai voulu appuyer, et cette phrase de dire que le TCA n'est pas une cause mais est plutôt un symptôme, elle me vient en fait d'un chef de service de psychiatrie sur Lyon qui est spécialisé dans les TCA. Donc en fait le but c'est qu'il s'agit de comprendre que les TCA agissent sur les malades comme un leurre, comme un mensonge, donc c'est-à-dire quelque chose qui va cacher l'essentiel. On le répète, aucune personne malade de TCA ne met en place cette addiction de façon volontaire ou consciente. Souvent la personne elle va chercher à se faire du mal, à se punir ou à être auto-agressif pour se sentir exister. C'est là que le TCA prend sa place. Donc en fait ça signifie qu'il y a un traumatisme important à prendre en charge chez la personne. Voilà pourquoi on parle d'un TCA comme un symptôme et non pas comme une cause. La cause, c'est le traumatisme, c'est la raison qui fait que la personne en arrive là aujourd'hui, qu'elle va souffrir de TCA, qu'elle va avoir une addiction aux médicaments, aux drogues, qu'elle va se mettre en danger sur le plan sexuel, sur le plan professionnel, qu'elle va s'auto-saboter. Donc voilà pourquoi le parcours de soins, il doit vraiment être pluridisciplinaire dans le cadre d'un rétablissement d'un TCA et dans la prise en charge d'un traumatisme.